Bonjour à tous. Depuis 2 ans, les activités de la communauté ont été remisées et placées en sommeil. La synagogue a adopté l'office virtuel. Le pass vaccinal remplaçant le pass sanitaire, il est entré en vigueur le 24 janvier dernier, entraînant la levée des mesures sanitaires dans les jours à venir. Le 2 février prochain, levée des jauges dans les établissements accueillant du public assis. Le masque, néanmoins, reste obligatoire, mais pas en extérieur. Le 15 février, réouverture des discothèques et reprise des concerts dans le respect du protocole sanitaire. Consommation debout possible. Pour l'avenir proche, 2 manières de voir les choses. Si on est pessimiste, le taux de contamination ne retombe pas. Je reste vigilant. Et si on est optimiste, le printemps arrive, la pandémie va s'atténuer et la vie va reprendre. Mais des questions se posent toujours. Qu'est-ce qu'un virus? Comment l'attrape-t-on? Comment se multiplie-t-il? Qu'est-ce qu'un variant? Mercredi, on nous parlait de plus de 500 000 cas de contamination. Et le 2 février, on ouvre. Est-ce raisonnable? À quoi sert le vaccin? Des traitements anti-Covid ont-ils été découverts? Voici à propos de cette pandémie quelques questions que tout le monde se pose. Et pour y répondre, j'ai fait appel au docteur Bodoc. Docteur Bodoc, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Moi aussi, après 2 ans. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un virus? Alors un virus, c'est une particule microscopique qui va venir infectieuse, qui va infecter les êtres humains, mais aussi les animaux, les végétaux. Voilà. Et par quoi elle va commencer? Comment elle va rentrer dans l'organisme? Dans la majorité des cas, c'est une seule cellule qui va venir se coller à l'organisme et pénétrer grâce à des spicules, on en parlait des particules spike. Ce qu'on voit là, les petits trucs rouges là. Hein, voilà, elle va pouvoir pénétrer dans la cellule et venir insérer, utiliser, dans la majorité des cas, elle va utiliser l'énergie de la cellule qu'elle va infecter pour se multiplier, pour se répliquer. Et ensuite, on fera un virus, c'est-à-dire des quantités incroyables de virus qui vont rentrer dans le corps. Comment on l'attrape? Comment on attrape ce virus? Alors, des virus, comme tous les agents infectieux, par contact. Aussi respiratoire, bien sûr, mais aussi contact manuel, sur une table. Et ça pénètre dans la peau? Et ça pénètre, non, ça va passer par voie respiratoire pour les virus respiratoires, mais aussi par la peau, par les micro-coupures. D'accord, donc il suffit simplement d'avoir, je sais pas moi, une petite rougeur et le virus pénètre alors à ce moment-là. Souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est souvent le virus, on va le prendre dans la main et on va mettre la main sur la bouche, les yeux, etc. Donc en fait, c'est des microparticules et il y en a en très 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 grand nombre. C'est la particularité de cette... Alors, quand on parle de virus, on parle aussi de grippe. Est-ce que la grippe aussi, c'est un virus, la grippe? Alors, il y a énormément de virus. Bien sûr, la grippe est un virus. Il y a près de 5000 virus connus et plus d'une centaine qui vont infecter l'homme. De la grippe, bien sûr, le premier virus qui a été découvert, c'est celui de la fièvre jaune, il me semble. C'est un des premiers virus qui a été découvert, mais il y en a énormément. Pour être à la mode, les coronavirus, qui dans 30% sont responsables de rhume, c'est un virus. Quand on attrape un rhume, c'est un virus. Dans 30%, dans près de 30%. C'est pas un refroidissement alors? Alors, non, c'est un... dans la majorité, ce sont des coronavirus qui ont été découverts récemment. Il y en a 3 ou 4 qui sont responsables du rhume. Et 20 à 30% des rhumes sont du coronavirus. Je voudrais vous faire une précision, c'est important. On appelle les coronavirus, ce sont des virus avec une couronne. C'est pour ça qu'on les appelle les coronavirus, des virus à couronne. Avec ces petites jambes là. Hein. Ces petites particules qui sont autour du virus. Alors, quand on parle de virus, systématiquement, on parle de variants. C'est-à-dire qu'à partir du virus, le virus initial, il y a donc des variants. Qu'est-ce que c'est qu'un variant? Alors, un variant, c'est quand un virus... C'est un petit bébé d'un virus? Exactement. Quand un virus va venir rentrer dans une cellule, il va en fabriquer énormément. Il va se reproduire. Excusez-moi, il va se reproduire. Il y a une réplication virale qui est très importante et il va y avoir des cellules qui sont différentes des premières. Plus on donne de traitement,
et plus on risque pour le virus le virus se défend et donc il va défendre, et en tout cas, et il va se fabriquer d'autres spicules et va pénétrer plus facilement dans la cellule. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les nouveaux variants. Un variant, ça ressemble complètement au virus initial. C'est ça qu'on appelle un variant. Sinon, ce sera un autre virus. Et qu'est-ce qu'ils ont de différent alors par rapport au virus initial? Alors, un variant, c'est un virus qui s'est habitué, qui pour pouvoir pénétrer plus facilement, eh ben, il va faire une technique, donc dans notre cas, dans le cas du coronavirus, c'est les fameuses protéines spike, les petites épines, il en aura un peu plus. Il va donc pénétrer plus facilement. Il va être plus contagieux. C'est très simple. Si imaginez qu'il y a 1 million de virus et dedans vous avez juste quelques-uns, très très peu d'entre eux, qui eux sont plus malins que les autres. Ils savent parfaitement se répliquer et le corps humain n'arrive pas à se défendre. Par exemple, c'est très simple. Les autres vont disparaître et eux ils vont prendre la place. C'est exactement ce qui se passe. Donc on va avoir ce qu'on appelle donc des variants alpha, bêta, etc. Exactement. Et on arrive au micron. Pourquoi des lettres grecques? C'était en fait alpha, c'était le premier qui a été découvert, bêta le deuxième. Ils auraient pu mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Oui, c'est une habitude qu'ils ont pris. Et le Omicron, c'est 13. Mais pourquoi pas Oméga? Pourquoi pas Oméga? Il arrive quand même avant. Alors, en fait, ce qui se passe, ils ont sauté des lettres. Par exemple, je crois qu'il y a le Xi, qui, comme c'est un prénom très très connu chez les Chinois, donc il a été sauté. Donc il n'y a pas eu 13 variants. Bien qu'on est sur l'Omicron, il y a des lettres qui ont été sautées, je ne sais pas combien ils ont sauté. Je crois qu'il n'y en a que 9. Mais donc, voilà, c'est simplement parce que c'est des lettres c'est le mot Xi, par exemple, il y a beaucoup de prénoms chinois qui s'appelaient comme ça, donc ils ont sauté pour être différents. Oméga pour être différent on en est actuellement, du point de vue des variants, on en est au BA.2. Alors ça, c'est un sous-variant. Ah, c'est un sous-variant. C'est un sous-variant. C'est-à-dire que ça, en fait, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres? Très peu. Il est vraiment comme le variant Omicron, avec une toute petite différence. Donc c'est un sous-variant. Voilà, ça y ressemble. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Qu'est-ce qu'il apporte de moins? Alors, là encore, pour être plus malin, le virus, il s'est dit, je vais mettre encore d'autres spicules, et je vais arriver plus vite. Et ce n'est rien d'autre que l'Omicron, mais qui va avoir une pénétration, une plus rapide. Voilà, tout simplement. À quoi ça sert un vaccin? Alors, Docteur Bodoc, c'est la grande question. Parce qu'on s'est tous fait vacciner et on se demande à quoi sert un vaccin, puisque en fait, il y a toujours une propagation de virus. Alors, un vaccin n'est jamais à 100%. D'accord, le vaccin de la grippe, on le sait tous. Moi, je suis médecin depuis des années, évidemment. Docteur, je me suis vacciné contre le vaccin de la grippe et j'ai quand même attrapé. En fait, un vaccin n'est pas efficace à 100%. On parle des vaccins. Voilà. Là, dans notre cas, c'est aussi une forme de vaccin, le vaccin ARN, mais lui va stimuler nos défenses immunitaires. Donc, on pensait au départ que nos défenses étaient très intelligentes et que rapidement les patients vont faire des anticorps et qu'ils vont pouvoir se défendre contre. Mais on s'est rendu compte que non, finalement, malgré qu'on ait des défenses grâce à ce vaccin actuel ARN, on arrive à avoir des défenses parfaites, puisqu'il y a très 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 peu de personnes qui vont en réanimation quand ils sont en bonne santé, grâce à ce vaccin. Mais le virus, lui par contre, il arrive parfaitement à pénétrer. Alors, comme vous parlez d'ARN, l'ARN, si j'ai bien lu, il n'a pas été découvert l'année dernière ou il y a 15 jours. Hein. C'est quelque chose qui date d'il y a au moins 20 ou 30 ans. Absolument. Qu'est-ce que c'est que l'ARN? Alors, ça rentre dans le génome humain. Dedans, vous avez c'est un peu compliqué. Il y a un code, adénine, thymine, cytosine, guanine, et c'est un code qui va se répéter. Et l'ARN, c'est une particule de génome. Voilà, un morceau de code. Un morceau. Et on va mettre dessus en disant voilà, on va mettre dessus des défenses contre le virus Intel. Donc on modifie génétiquement non, pas du tout. C'est pas ça. Ça passe en une seconde. On envoie une stimulation à notre organisme. Après, le produit s'en va. Donc vraiment les antivax, ceux qui disent ça fait du mal. Non, le produit disparaît. C'est juste notre corps qui va reconnaître, grâce à des messagers,
qu'il a déjà été en contact avec ce virus et qu'il va pouvoir se défendre lui-même. Donc il n'aura pas besoin d'un vaccin classique. Il va pouvoir se défendre parfaitement lors de sa présence, lorsqu'il sera infecté. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin classique? Alors, c'est la même chose. Parce qu'on entend parler de vaccins qui sont des vaccins chinois, des vaccins russes, etc. Alors, il y a des vaccins qui sont faits à base de particules virales, et là, celui-là, il est fait on va le brancher sur de l'ARN. C'est la différence. Est-ce qu'il est plus efficace que les autres vaccins? Il n'y a pas eu d'études qui ont comparé les différents vaccins l'un par rapport à l'autre. Quand on regarde par contre la protection, on voit que le Pfizer et le Moderna sont largement supérieurs au niveau de leur efficacité et de leur protection que les autres vaccins. Est-ce qu'il y a des médicaments, des traitements anti ce virus? Oui. Ce Covid. Alors, il y en a eu quelques-uns à l'essai. Aujourd'hui, d'abord, il y a 2 types de traitements qui ont été essayés. Je ne parle pas, bien sûr, de l'adénovirus du plaquenil, dont on a connu les discussions. Donc, il y a des produits qui ont eu une autorisation de mise sur le marché, parfois assez rapidement. Ce sont les anticorps monoclonaux. Il y en a 3. Mais qui marche pas. Il y en a un qui marche pas très bien sur le micron, donc il a été arrêté. Il n'y en a plus que 2 sur le marché. Qu'est-ce que c'est anticorps monoclonaux, façon de parler, c'est le traitement qu'on avait dit qu'ont eu un certain chef d'État. Ce sont des anticorps qui vont venir nous permettre de nous défendre mieux contre ce virus. Et Pfizer a sorti récemment, il vient d'arriver en France, ça fait peut-être un peu plus longtemps aux États-Unis et en Israël. Il s'appelle le Paxlovid. C'est un antiviral qui a été. Il utilise 2 molécules, dont le ritonavir, qui est connu dans le VIH. Et donc là, c'est vraiment des vrais antiviraux. Et apparemment, ce serait intéressant. C'est Perros. Est-ce que c'est Perros, c'est-à-dire en fait les médicaments. Les médicaments du futur. C'est un antiviral. Ça peut être employé donc, pour les anticorps monoclonaux sont les médicaments du futur. C'est ce qu'on fait, ce qui est nouveau. Mais le Paxlovid, c'est un antiviral comme les autres antiviraux. Et ça peut être employé pour d'autres virus que le Covid? Alors en fait, ils ont utilisé le ritonavir, qui est un médicament qu'on donne pour le VIH, parce qu'en fait, il facilite la persistance de l'autre molécule, c'est le NIR, je ne connais pas le nom exactement, c'est le NIR-mitro, c'est-à-dire il va améliorer l'efficacité de ce médicament. Est-ce qu'il y a, et on l'a vu, des contre-indications, soit pour tel vaccin, soit pour l'ARN? Et l'ARN, les contre-indications des vaccins ARN, les contre-indications, ce sont les allergies. Elles existent, elles sont très rares. Qu'est-ce que c'est que les allergies? C'est-à-dire c'est le corps qui va lutter contre... Qui va faire des réactions anaphylactiques, on en a parlé, c'est pour ça qu'on a demandé aux patients de les garder un quart d'heure, de vérifier que ça se passait bien. Et on a vu quelques réactions allergiques, quelques-unes qui n'étaient pas graves du tout. Et il y a eu des réactions graves? Et il y a eu quelques réactions graves. Mais il y a très peu. Exceptionnelles. Alors maintenant, on va passer... Exceptionnel. On va passer aux tests. Alors, il y a des tests antigéniques, des tests PCR, des tests salivaires. Quelle est la différence entre tous ces tests? Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace? Alors, le PCR, le RT-PCR, c'est le plus efficace. C'est celui qu'on se met dans le nez, là? Enfin, du moins que quelqu'un nous met un coton-tige dans le nez. Voilà, en fait, on va très loin. Quand on met dans le nez... C'est plus désagréable. Quand on met dans le nez, c'est juste la technique de prélèvement. D'accord, même pour l'antigénique ou l'autotest, qui est aussi un test antigénique, on met dans le nez. Seulement, on va chercher les particules virales, d'accord, mais par la RT-PCR, on va multiplier ça, donc on a plus de chances d'avoir de résultats. Donc on prend quelque chose de très léger. Il y a moins de faux négatifs. En fait, le problème des tests antigéniques, c'est que parfois, ils disent c'est négatif, mais en fait... Et les tests salivaires, c'est efficace ou c'est pas efficace? C'est efficace, c'est efficace aussi. Donc si on a des particules... Alors, c'est dans la salive. Tous ces tests-là marchent très bien lors de l'infection initiale. Lorsque les personnes ont des symptômes cliniques, là ça marche très bien. Et c'est assez étonnant parce que quand on les fait, ça s'allume, ça devient rouge tout de suite.
C'est quand les gens sont asymptomatiques, avec probablement peu de charge virale qui circule, là, les tests peuvent être négatifs. Donc il faut une certaine charge virale pour que ça puisse déclencher une efficacité. Même pas. Parce que si vous avez la petite particule virale qui persiste, c'est déjà positif. Mais quand la personne a une importante charge virale, ben vous avez plus de chances d'attraper. Mercredi, plus de chances d'attraper le virus, pas d'attraper la maladie. Bien sûr. Mercredi, on lisait que l'on recensait en France plus de 500 000 cas de contamination. Un record dû à la propagation du virus. Qu'est-ce qu'un taux de contamination et comment on le calcule? Alors, en fait, il faut savoir que plus on teste, plus on a de personnes qu'on va découvrir positifs. Il est évident que si on ne fait pas de test, on ne saura jamais si c'est possible, parce que si on fait... vous avez compris? Donc, en fait, plus on teste, plus ce taux... C'est pour ça que la France et le Danemark... Attendez, donc moins on teste et moins on aura de malades? Exactement. On n'aura pas moins de malades. On ne saura pas qui est malade. On ne saura pas qui est malade. On ne saura pas qui est malade. En fait, si on fait des milliers de tests, ben, on va avoir dedans... Parce que le plus important, c'est la pénétrance. C'est-à-dire, en fait, savoir combien de tests sont positifs par rapport aux tests réalisés. Si on fait 10 000 tests, si dedans vous avez 1000 tests... Donc c'est un ratio. C'est un ratio. En fait, 500 000, ça dépend du nombre de tests. Bon, ça reste un chiffre assez étonnamment élevé. Pour avoir 500 000, il y a 500 000 personnes infectées, oui. Combien il faut faire de tests? Alors, c'est ça le pourcentage. En fait, je crois que c'est aujourd'hui, on est à presque 10%. Des tests, il me semble, qui sont positifs. Seulement, le problème, c'est que... Ça veut dire qu'il faut multiplier par 90. Non, attendez. Qui teste-t-on? Oui. Est-ce qu'on teste tout le monde et on découvre moins de cas, ou est-ce qu'on teste des gens malades et on trouve énormément de cas? Les symptomatiques, un test sur 3. Un test, alors les gens, même plus, même 50%. Mais les gens asymptomatiques dans la rue, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Asymptomatique. Un instant. Redites-moi qu'est-ce que c'est qu'un asymptomatique et un symptomatique. Aujourd'hui, les personnes qui arrivent à l'hôpital, tout simplement, ils se cassent une jambe, mais aujourd'hui, il faut faire un test. Ils n'ont rien. On met dans le nez parce qu'ils ne vont pas les opérer. Je crois que c'est 10% sont découverts positifs alors qu'ils n'ont rien. Ils ne sont même pas venus pour ça. Ils sont venus parce qu'ils se sont cassés la jambe, ils sont venus par... Voilà. Donc, en fait, ils ont le virus, mais finalement, le virus ne les a pas réellement attaqués. Exactement. Et les symptomatiques, c'est ceux qui ont un symptôme. Oui, voilà, donc j'ai compris. Les symptômes, c'est-à-dire que celui qui va ressentir la maladie. La rhinopharyngite, le nez qui coule, un peu de la fièvre, voilà. Des mal au dos, des troubles digestifs, des troubles pulmonaires, ça dépend des personnes. Une anosmie, une perte de goutte. Voilà. Attention, on n'est plus dans le même tableau que quand j'étais venu vous voir, quand vous m'avez invité il y a presque 2 ans. C'est plus pareil. C'est l'Omicron, on n'est plus dans le même idée. C'est complètement autre chose. On est dans c'est pas un autre virus, mais c'est d'autres symptômes. C'est un autre cas de figure. À l'époque, c'est plus dangereux, c'est moins dangereux que la Covid-19. Beaucoup moins dangereux. L'Omicron aujourd'hui, avec ou sans, même si on n'est pas vacciné, c'est dangereux ou ça n'est pas dangereux? Aujourd'hui, 90% de la population. Plus de 90% de la population française est vaccinée. Donc on ne peut pas dire si c'est... En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les gens qui rentrent à l'hôpital, dans la majorité, ils ne sont pas vaccinés. En réanimation, c'est pratiquement 80%. Je crois que le ratio, je l'ai vu la semaine dernière, c'était 75% des patients. 75% des patients en réa ne sont pas vaccinés. Alors que 90% de la population est vaccinée. Donc en fait, c'est pas 75%, ça monte pratiquement à 90%. Vous avez compris? Oui, absolument. Sur 90% de la population, même pas les 10%, c'est ceux-là qui vont rentrer en réanimation. Et quels seront avec Omicron leurs symptômes? Et pareil, pour ceux qui rentrent à l'hôpital, parce qu'ils ont des symptômes un peu graves, qui ne peuvent pas soigner chez eux, là aussi, c'est pratiquement 70%. De patients qui ne sont pas vaccinés. Alors, qui sont les patients vaccinés qui vont à l'hôpital? C'est les personnes qui ont des facteurs favorisants. Donc, ce qu'on appelle des comorbidités. Des comorbidités. Et un facteur probablement immunitaire qu'on découvre de plus en plus. Il y a pas de chance, mais il y a des gens qui vont avoir une cascade d'inflammation qui va se produire, ils vont déclencher des embolies, etc. Et ça, c'est vraiment, on n'a toujours pas compris qui étaient ces patients.
Et ça arrive parfois chez les jeunes, en très bonne santé. Est-ce qu'on a compris quelles étaient leurs défenses? Alors, il y a tout un travail en ce moment qui est fait là-dessus. Parallèlement, la France est le pays d'Europe, après le Danemark, où l'on teste le plus et où l'association contamination-hospitalisation est la plus faible. Plus de contamination, moins d'hospitalisation. C'est pas un peu paradoxal? C'est ce que je vous disais. En fait, on teste énormément en France, donc on découvre énormément des gens asymptomatiques. Il faut savoir que pour la PCR, très souvent, on fait un test, et un mois plus tard, on refait le test, et on a encore de la positivité, parce qu'il reste des petites particules. Les gens ne sont plus contagieux, mais leur test est encore positif. Donc si on découvre quelqu'un d'asymptomatique qui arrive au cabinet, ou qui arrive à l'hôpital, on ne sait même pas s'il est contagieux ou pas. Parce que peut-être ça faisait déjà un mois qu'il l'avait, il est juste guéri, c'est juste des traces. C'est le problème que nous avons. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est positif aujourd'hui, il a peut-être été positif il est peut-être positif depuis 15 jours. Depuis un mois. Ou depuis un mois. Non, oui, mais il y a des cas d'un mois. Même 6 semaines, j'en ai connu. Où la PCR était positive vraiment longtemps. Donc, c'est là le principal problème. C'est qu'on peut découvrir, on peut dire, voilà, il y a tant de personnes qui sont positives, mais en fait, tant de personnes ne sont pas contagieuses. Parce qu'au bout d'une semaine, la contagion, on ne l'a plus. Alors, vous m'avez posé cette question sur le micron. Sur c'est pas la même maladie. C'est vraiment très important. Il y a beaucoup moins d'atteintes pulmonaires. Elles sont beaucoup plus rares. Il n'y a pas d'anosmie. Alors, c'est quoi tous ces symptômes? En fait, ces virus ont des tropismes. Les coronavirus, habituellement, les classiques dont je vous parlais, ça donne du rhume. Donc ça rejoint un petit peu la grippe. On est enrhumé. Le Delta et les autres, il y avait des atteintes dans beaucoup d'organes. Il y avait des atteintes même cérébrales, puisque il y avait une anosmie, une atteinte très importante. Il y avait même parfois des formes psychiatriques. Donc on sait qu'il y a une atteinte partout. Cardiaque, bien entendu. On a vu vraiment des atteintes pulmonaires, bien entendu, c'était le principal risque. Digestif, des diarrhées, donc vraiment une atteinte diffuse. Le micron, c'est pas pareil. Les atteintes pulmonaires sont exceptionnelles. L'anosmie est très rare, c'est plutôt des rhinopharyngites, un peu mal à la gorge, mal au dos, parfois mal au ventre, donc c'est pas le même symptôme. Donc il n'y a pas de forme de gravité. Ces formes qui emmenaient les gens à l'hôpital, à être hospitalisés, à être oxygéneux, requérants, à avoir besoin d'oxygène, il y en a très peu. C'est pour ça qu'en fait, il y a moins de gens hospitalisés. C'est pour ça qu'en réanimation, malgré les 500 000 cas que vous avez, le nombre de réa diminue parce que les gens n'ont pas besoin. S'il y avait eu 500 000 grippes, je peux vous dire que le taux de mortalité sera beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, l'Omicron, il est moins grave que la grippe. Le problème, c'est qu'il y en a énormément. C'est que ça arrive, il y a 500 000. Et on a peut-être peur. Voilà. Donc on va sortir de là. Si on n'a que l'Omicron, on va sortir de là. Au bout d'un moment, on va avoir une immunité. Est-ce que les variants, excusez-moi, je finis. derrière le Omicron, vont devenir de moins en moins virulents? Alors, l'histoire des variants, c'est ça. L'histoire des variants, il est très fort au départ, le Delta, et puis après, il y en a moins fort. C'est ce qui se passe. C'est l'optimisme, là. Il faut l'être. Les gens nous l'ont dit déjà il y a un mois. Il y a un mois déjà, on sentait l'histoire venir, on voyait ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on voyait ce qui s'est passé en Angleterre. Donc, mais on avait trop peur. On avait trop peur parce qu'on s'est dit, mon Dieu, si on lâche tout, il est tellement contagieux que tous les gens qui ne sont pas vaccinés, 10 millions en France, vont se retrouver peut-être à l'hôpital. Et donc, ils ont continué ces mesures un peu sévères, un peu restrictives, parce qu'il y a cette peur. Mais vraisemblablement, sauf s'il y a une modification, vraisemblablement, quand on sera la majorité d'entre nous contaminés, on aura déjà cette mémoire du virus, et en plus vaccinés, la majorité de nous vaccinés, on n'aura pas de réponse. Il y aura très peu de gens qui vont aller à l'hôpital, et donc là, ça va rejoindre la grippe ou même une rhinopharyngite banale. On rentre dans le cas de l'immunité collective, là. Oui, mais comme la grippe, il faut vraiment se rappeler ce qu'on sait sur les virus. La grippe, c'est saisonnier, ça arrive par épidémie. Quand il y a l'épidémie, les services se remplissent. Les services de pneumologie se remplissent, et puis ça s'arrête. Voilà. Donc ça va être un peu pareil. On aura malheureusement, si ce virus si on a de nouveaux variants qui le rendent comme un coronavirus classique et qu'on a un rhume, c'est juste utopique, mais probable, mais possible. Mais si par contre
il va continuer à atteindre des patients non vaccinés. On va risquer de retrouver ces millions de personnes qui ne sont pas vaccinées à l'hôpital. Et c'est ce qu'il faut éviter. Juste là pour terminer, si on apprend qu'on est un cas positif, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comme toujours, rester chez soi. Uniquement. D'abord être sûr, savoir quand on l'a attrapé. Parce que c'est vrai qu'un cas positif, il ne faut pas qu'il contamine. Ça, c'est important. Alors, vous savez que dans les médecins, il y a eu pas mal de qui vont travailler en Israël en particulier avec un masque, même positif, s'ils sont asymptomatiques. J'ai vu pendant la première vague, on avait tellement besoin de réanimateurs, les gens allaient travailler avec un masque positif, du moment qu'ils n'étaient pas. Donc voilà. Je pense qu'on va risquer probablement, et dans un avenir proche, de travailler avec un coronavirus positif. Donc vous êtes tout à fait optimiste. Alors si vous êtes optimiste, est-ce que vous pensez qu'on pourra assister du 1er au 3 mars prochain au rendez-vous annuel avec le cinéma israélien à Cannes, sans oublier la fête de Purim qui se profile tout de suite après avec le michté et la soirée de déguisement? Alors voilà, c'est vraiment il faut rêver, hein. Il faut rêver. Vous êtes optimiste pour ça? Ça sera plus comme avant. Il faudra qu'on oublie, à mon avis. Il faudra quand même qu'on ait le masque. Je pense que oui. Mais je crois que très rapidement, il va falloir que... D'abord, bien sûr, continuer les gestes barrières. Je crois que c'est important pour protéger. Vous savez, il est important. Nous sommes des êtres humains, nous sommes l'un avec l'autre. Encore, nous, dans notre communauté, on essaie vraiment d'être très, très solidaires. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et il faut continuer à protéger les plus faibles. On a des personnes âgées qui arrivent. On sait que même s'ils sont vaccinés, ils peuvent attraper, ils peuvent être malades. Il faut continuer les gestes barrières, il faut continuer les solutions alcooliques, continuer le masque, etc. Mais par contre, le gel hydroalcoolique, voilà, essayez de faire une petite distanciation, pas une énorme, disons que ce n'est plus la peine de faire. Voilà, ça c'est vraiment très important parce qu'on doit protéger ces personnes âgées, ces personnes greffées qui viennent plus à la synagogue parce que ils ont très peur d'être contaminés. Et j'en connais quelques-uns. Et s'ils m'entendent ce soir, donc on pense tous les jours à eux, parce que eux, ils ont 3-4 vaccins et ils n'ont pas d'anticorps. Et ils savent très bien que les séropositifs pour les VIH, nous en avons dans notre communauté. Nous avons aussi, on sait qu'ils perdent un lourd tribut. Dès qu'ils se co-infectent avec le coronavirus, du fait qu'ils n'ont pas de défense, ils vont aussi avoir des formes graves. Donc, il faut être solidaire de ces gens. C'est vrai que on voit des gens, on voit encore des personnes qui veulent enlever le masque. Moi aussi, j'ai envie d'enlever ce masque. On a tous envie de l'enlever, ce masque. Mais il faut penser aux autres, à la personne qui est près de vous. Vous savez, quand un chant va chanter sans masque, la quantité de... S'il est porteur sain, et en début d'infection, il va contaminer autour de lui, c'est pas bien. Donc il faut continuer vraiment en intérieur à mettre le masque. Maintenant, ce qui est très important, on en a parlé au départ, c'est reprendre la vie. Parce qu'on voit très très bien aussi que l'isolement des gens a été terrible. Psychiquement, c'est pas bon. C'est terrible, c'est terrible. On a tout arrêté. Donc il faut qu'on recommence tout. Il faut qu'on réouvre les apéritifs qu'on faisait, mais en extérieur, au maximum. Donc en fait, il va falloir vivre avec le virus. Il va falloir, oui, et reprendre ces réunions qu'on faisait ici à Donc Cannes, après le 2, une fois par mois. La synagogue, il faut absolument revenir. Il faut revenir, bien entendu. Il faut revenir aux réunions. Il faut faire des réunions toujours avec des discussions une fois par mois. Garder le masque. Être vigilant dans un premier temps. Bien entendu, si le virus disparaît, on va tout l'enlever. Mais je crois qu'il y a deux côtés. Bien sûr, on se protège. Surtout, on protège les autres parce que quand on est en bonne santé, qu'on est vacciné, on peut enlever le masque, il n'y a pas de problème. Mais on pense à celui d'à côté, on ne sait pas si lui ne prend pas des médicaments, s'il n'est pas diabétique, s'il n'a pas d'autres pathologies qui vont l'emmener en réanimation. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose, il faut aussi penser à tous ces gens que je vois, et s'ils m'entendent, je pense à eux, régulièrement, qui n'ont plus de vie sociale, qui n'ont plus de lien social, qui attendent avec impatience qu'on puisse ouvrir de nouveau les soirées, qu'on puisse inviter des gens qui viennent s'asseoir, discuter, manger au restaurant. Il faut qu'on pense aussi à eux et il faut que la vie reprenne. C'est très important. Donc on peut prévoir ces voyages en Israël pour cet été. Mais bien entendu, voilà, c'est important parce que aujourd'hui, Pfizer nous dit qu'il va nous faire un vaccin pour le Omicron en septembre prochain.
octobre prochain. C'est clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, le vaccin, il marche pas très bien sur le Micron. Ça veut dire qu'on va continuer. C'est le Micron qui s'affaisse. Oui, mais non, mais donc, attendez. C'est bien. Là, on a le bêta 2. C'est pour ça que ça continue. Et demain, peut-être un 3 ou un 4, etc. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. On doit vivre avec. Ce virus n'est pas aujourd'hui très dangereux. On se vaccine, mais on vit avec. Je recevais ce vendredi matin le docteur Bodoc, notre référent médical communautaire, que je remercie pour toutes ses explications et surtout ses instructions et surtout votre pédagogie. Merci. Merci beaucoup pour à vous. Nous avoir instruits. Merci à vous. C'est que je suis pas du tout infectiologue. Grâce à la MIF, dont je suis responsable régional, on fait des réunions régulières, donc j'essaie de m'intéresser à ça. Et je vous remercie à vous de me faire confiance et de m'inviter.